Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec la TVR Cerbera Speed 12, qui est une voiture qu'on m'a demandé quand même de très nombreuses fois ces derniers mois dans les commentaires de mes autres vidéos, spécialement Cruz, quand j'espère que tu regarderas cette vidéo parce que tu as été probablement dans les gens qui ont le plus souvent demandé à ce que je fasse cette voiture sur ce circuit. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va la tester évidemment déjà d'origine, puis après avec les améliorations, puis on va voir un petit peu comment ça se passe niveau chrono, voir si éventuellement on arrive à la mettre dans le top 10 des meilleures voitures du jeu. Donc je vais évidemment vous présenter un petit peu cette voiture. Juste avant de rentrer dans le sujet, les gars, quand même petit rappel, pensez à laisser un petit like. Actuellement Horizon 5 n'est clairement pas le jeu le plus en vue sur YouTube, et j'ai besoin vraiment d'un maximum de likes pour que les vidéos continuent à être visionnées et à être, on va dire, mises en avant par l'algorithme YouTube. Donc si vous appréciez la chaîne, si vous appréciez mes contenus, pensez à liker, pensez évidemment à laisser un petit commentaire pour me donner éventuellement des petites idées de choses que vous voulez voir sur Forza Horizon 5 en vidéo. Et puis n'hésitez pas évidemment aussi bien sûr à vous abonner pour les prochains contenus, que ce soit sur Forza Horizon ou sur les prochains jeux, que ce soit en live ou en vidéo. N'hésitez pas, voilà, pensez à vous abonner, c'est vraiment important pour une chaîne comme la mienne qui fait du gaming sur des jeux qui sont, on va dire, un peu de seconde zone. Voilà, donc petite TVR Cerbera Speed 12 qui est ultra dur à conduire sur le jeu, et aussi en vrai il y a quelques petites anecdotes assez fun sur cette voiture là. Mais sachez que c'est une voiture des années 90, elle a été produite à seulement 3 exemplaires en version routière. Alors, je précise en version routière, puisque en fait cette voiture-là de base a été pensée par TVR pour participer aux épreuves du GT1 des années 90. Alors il faut savoir que le GT1 dans les années 90 c'est n'importe quoi au niveau des règles, c'est un peu l'équivalent du groupe B, mais version, on va dire, circuit bitumé. Donc les règles c'était que, en gros, tant que vous aviez l'argent pour développer votre voiture et en faire un certain nombre d'exemplaires de série, road légal, vous pouviez à peu près tout faire. Donc TVR, ils avaient pensé cette voiture-là, c'était absolument incroyable, sauf que elle n'a pas eu une grosse carrière en GT1 vu que les règles ont changé et que TVR n'avait pas tout simplement assez de fonds, assez d'argent pour s'adapter rapidement aux nouvelles règles, et ont dû abandonner face à des concurrents comme Porsche, Toyota ou Nissan qui eux avaient largement les thunes pour adapter leur voiture aux nouveaux règlements. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture-là était complètement hallucinante pour l'époque parce qu'on avait un V12 7 litres 7. En gros, ils avaient réuni 2 moteurs 6 cylindres de chez TVR et hop, voilà, ça leur faisait leur V12 7 litres 7. La voiture sortait aux alentours des 800 chevaux. Alors en vrai, les gens de chez TVR estiment qu'elle faisait plutôt aux alentours des 1000 chevaux, mais ils n'ont jamais fait vraiment de test précis sur la puissance de la voiture. Donc la voiture faisait en gros entre 800 et 1000 chevaux, et la voiture était très légère, elle faisait aux alentours des 1000 kg. Donc on est 800 chevaux ou 1000 chevaux pour 1000 kg, de toute façon dans tous les cas c'est absolument incroyable. La voiture était une propulsion, elle faisait 0 à 100 en 2 secondes 9, et elle chopait en vitesse de pointe aux alentours des 385 km/h, ce qui fait d'elle, tout simplement, dans les années 90, l'une des voitures les plus rapides du monde. Alors le souci évidemment, c'est que cette voiture-là était horrible à conduire, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, c'était ultra dangereux. C'est le directeur de chez TVR de l'époque qui le dit lui-même après un essai routier, que ça faisait trop peur à conduire, que c'était trop dangereux tout simplement, et que du coup c'était pas possible de mettre ça dans les mains du grand public. Donc même si cette voiture n'a pas une grosse carrière en GT1, même si elle n'a pas une grosse carrière non plus en voiture civile, elle a marqué les esprits juste parce que c'était complètement fou les performances pour l'époque, et puis aussi parce qu'elle a une gueule quand même assez spéciale, hein. C'est pas forcément très joli d'ailleurs, mais elle a une tronche quand même remarquable. On ne peut pas confondre vraiment cette voiture avec un autre modèle. Alors je vous jure que sur le jeu c'est extrêmement dur à conduire, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai vraiment repoussé cet épisode du Top Gear Equinox jusqu'au bout, c'est que en fait la voiture a tellement de couple et est tellement légère et basse que ça part du cul tout le temps, c'est ultra dur à conduire, il faut être tout le temps concentré sur la quantité de gaz qu'on met pour mettre la bonne quantité pour pas perdre le grip à l'arrière, sinon ça part en drift. Donc en gros c'est une caisse qui a une accélération de fou furieux, qui a une Vmax de fou furieux, qui a franchement un très bon freinage, mais qui a une tenue de route, on va dire, à basse vitesse en virage serré qui est abominable. Enfin c'est même pas qu'une tenue de route abominable, c'est juste que la voiture est trop puissante et ultra dure à conduire. Après voilà, entre de bonnes mains qui auraient passé beaucoup de temps sur cette voiture là, je pense qu'il y aurait moyen de faire des chronos de fou. En tout cas la caisse est chouette à conduire, mais ultra difficile à prendre en main. Donc on a fait un chrono full stock de 3 minutes 45 et 118, c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder un petit peu notre classement du Top Gear Equinox. Comment ça nous rend que devant une Huracan Evo et derrière une GT3 de 2020, ok, donc c'est pas incroyable.
Et on est même derrière la TS GT Full Stock. Donc en gros, cette voiture-là fait les mêmes chronos que des voitures qui font 200 kg de plus, 200 chevaux de moins, mais qui sont aussi, il faut le dire, 20 ans plus récentes que ça. Donc on va aller l'améliorer. Je pense que le gros problème de toute façon, c'est l'adhérence à l'arrière. Et je pense qu'une fois qu'on va corriger ça, ça va être probablement une très très bonne voiture. Donc on va regarder un petit peu les améliorations disponibles sur cette voiture. Qu'est-ce qu'on va avoir de dispo? On va avoir un swap de dispo. C'est quoi comme swap? Ah, le V12 Racing. 800 kg, faudra qu'on teste avec le swap, mais il est possible que cette voiture-là soit pas plus efficace avec ce swap-là. On verra parce que, bon, déjà on peut pas mal l'améliorer. Déjà, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est 7,7 litres en Atmo et c'est 1000 chevaux surtout en Atmo, donc c'est quand même assez incroyable. Après, bon, on va finir d'améliorer la voiture. Je suis pas sûr que le swap soit vraiment si intéressant que ça. Ça nous permettra d'avoir peut-être une voiture avec plus d'adhérence. Faut tester. Peut-être qu'on va faire 4 tests au final dans cette vidéo. Un avec les 4 roues motrices sur ce moteur-là et un sans swap. On verra. Bref, on va déjà finir de l'améliorer pour l'instant et puis on se retrouve de suite pour le test avec la première phase d'amélioration. Donc c'est parti pour le deuxième test avec nos voitures améliorées, mais pour l'instant sans swap et sans les 4 roues motrices. J'ai mis une petite Forza évidemment parce que le principal problème de cette voiture c'est quand même la tenue de route et que plus d'appui à l'arrière ça ne fera pas de mal. Donc on va voir ce que ça va donner maintenant avec ce petit moteur là. Enfin petit moteur on se comprend, c'est quand même 7,7 litres de cylindrée. Ouh, bah c'est beaucoup mieux en tout cas à première vue. Oh là là. C'est peut-être encore plus bizarre à conduire, mais ça a l'air d'être encore plus rapide. Hein. Donc clairement, normalement, on dépasse les 400 maintenant, on a beaucoup plus d'appui, on a une voiture qui techniquement est plus facile à manier. Putain, ça reste un enfer. Hein. Ça reste ultra violent, mais c'est un délire. Franchement, je pense que cette voiture-là, faut que je fasse un top 10 des voitures les plus difficiles à conduire du jeu. Cette voiture-là, elle aurait probablement une bonne place. Hein. C'est très 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 particulier à conduire. Même avec beaucoup d'appui et tout ce que vous voulez, ça fait peur en fait. La voiture est jamais vraiment totalement stable. C'est ultra actif. Enfin bref. On va voir un petit peu comment on s'en sort niveau chrono. En tout cas, on est censé faire beaucoup mieux que d'origine. Déjà d'origine, c'était pas si mal en vrai. Hein, pour une caisse qui était en S1, c'était plutôt bon. Maintenant qu'on a encore plus de puissance, qu'on a une caisse plus légère, qu'on a une meilleure tenue de route, qu'on a encore plein de choses qui sont améliorées, on est censé faire, je pense, aller au moins 15-20 secondes de mieux quand même. Enfin, j'espère quelque chose comme ça. Donc on verra. Déjà ça va dépendre beaucoup de la ligne droite, mais ça va dépendre aussi évidemment de toute on va dire toute la partie de fin en virage serré qui est globalement là je pense on a le plus perdu de temps avec cette voiture là puisque faut être ultra concentré. Encore une fois hein, c'est pas parce que la voiture est difficile à conduire que c'est une merde en tenue de route, hein. C'est juste que ces voitures là elles sont hyper exigeantes et que c'est des voitures qu'il faut un petit peu apprendre à connaître avant de pouvoir faire vraiment des bons chronos avec. Faut vraiment avoir l'habitude ne serait-ce que d'entendre le moteur, de savoir quand est-ce que on est à tel ou tel nombre de tours minute pour passer le rapport au bon moment, pour gagner un petit peu en contrôle de traction. C'est vraiment le genre de caisse qui peut être ultra OP, mais qu'il faut vraiment maîtriser et qu'il faut vraiment prendre le temps de jouer. Et ça, je vous avoue que quand je fais un épisode du Top Gear Equinox, c'est pas ce que je vous propose comme type de contenu, parce que ce que je vous propose, c'est un essai à froid en fait, pour directement remarquer les défauts de la voiture et ses avantages. Et du coup, forcément, le but étant de faire des chronos sans s'entraîner, je m'entraîne pas, forcément. Voilà, c'est du first run quasiment à chaque fois, sauf s'il y a une couille au montage. Donc voilà. En tout cas, la voiture est beaucoup plus rapide, hein, ça, il n'y a pas photo. Même au niveau de l'accélération, c'était déjà abusé de base, mais en fait, on avait tellement de puissance avec le châssis d'origine et avec les pneus d'origine que c'était compliqué de gérer tout ça. On avait des pneus qui étaient même pas en semi-slick, hein, pour une voiture qui fait 1000 chevaux de base, sur un V12 7,7 litres qui est ultra légère, qui est ultra sportive, c'est vraiment ridicule. Hein. La qualité des pneus qu'on avait, c'était vraiment genre le gros point négatif du truc. Je pense qu'on peut gagner pas loin de 15 secondes, hein, ça me paraît possible. On fera peut-être pas beaucoup mieux que ça, mais 15 secondes, déjà ce serait chouette, vu la difficulté de conduite de la voiture. Je sais pas, faut que je me lance peut-être justement dans ces petits top 10 un peu secondaires, enfin pas forcément top 10, mais top un peu secondaire comme j'avais fait sur Forza Horizon 4. J'avais fait justement un top des voitures les plus difficiles à conduire du jeu. Et je m'étais bien marré à faire ça, parce que ça permettait de mettre en valeur un petit peu autre chose. Et je ne l'ai pas encore fait sur Horizon 5, faut que je check s'il y a d'autres voitures assez intéressantes à ce niveau-là. Voilà, vous me direz d'ailleurs si ça vous botte en commentaire. Si ça vous botte pas, tant pis, je le ferai pas du tout, mais je pense que ça peut être intéressant quand même à regarder. Et à faire surtout. Hop. Donc voilà, on arrive dans les derniers virages. Bon, clairement, dès qu'on a du virage serré, c'est quand même pas sa tasse de thé cette voiture-là. Il faudrait encore des meilleurs pneus que ça, hein. Ou des plus gros pneus, je sais pas. Ou un autre réglage. Oh, c'est abusé.
Alors, on fait 3,19. 3,19, comment on se met? Bon, on se met pas si bien que ça. On est loin derrière le classement. On est juste derrière la Ford GT OP Edition. Derrière la Racer Tachyon. Ça fait un peu mal au cul par contre. On est devant la 620R, devant la Monza, devant la KZ1R. Donc c'est un chrono qui est pas si fou que ça. Hein. La voiture est vraiment monstrueuse en ligne droite, mais la tenue de route, lui, vraiment. Donc c'est plutôt bien si on compare à 500 autres voitures qui sont sur Forza, mais comparé à ce qu'on a actuellement dans le top 50 du jeu, c'est pas si dingue que ça. Donc on va aller checker un peu ce qu'on peut lui faire niveau swap, et puis on se retrouve tout de suite pour la course finale. Donc c'est parti avec notre Cerbera Speed 12, on va voir un petit peu ce que ça donne niveau chrono final, en sachant qu'au final j'ai décidé de la laisser sans swap avec les 4 roues motrices, ça nous permet d'avoir plus de puissance. Alors effectivement, si on avait swappé, on aurait un peu moins de puissance, à 150 chevaux près. On aurait une voiture aussi plus légère, ça se jouerait là aussi sur une centaine de kilos près. Donc en fait avec ces améliorations là, on va dire full swap avec une voiture moins puissante et plus légère, on a le même rapport puissance, mais vraiment genre le même, qu'avec la voiture plus lourde et avec plus de puissance. Donc en fait selon le type de build que vous allez vous faire, ça peut être intéressant de passer sur un swap, mais ça peut être aussi intéressant de rester sur le moteur de base. Alors, si vous partez pour du circuit, on va dire, orienté virage un peu serré, ça peut être plutôt cool de passer sur le swap avec une voiture moins puissante et plus légère, plus maniable en ville peut-être. Mais voilà, si vous faites du circuit un peu comme le Top Gear Equinox, c'est-à-dire du circuit rapide avec des grosses pointes de vitesse où il faut une grosse accélération, en vrai, la VMAX c'est quand même important et du coup c'est peut-être plus intéressant de la laisser comme ça. Donc on va voir un petit peu de quoi elle est capable niveau chrono final. Elle me paraît vraiment très rapide pour le coup, genre rien à voir avec la voiture d'origine. Elle était déjà rapide, hein, c'est déjà une bonne caisse, avec les améliorations, on va dire stage 1 c'était déjà bien, mais là c'est complètement autre chose, ça n'a rien à voir, la voiture est beaucoup plus facile à manier, et en plus mon réglage est pas si mal, hein, c'est pas pour me vanter, mais j'ai fait un peu au hasard, hein, honnêtement, comme d'hab, et ça passe plutôt pas mal, hein. Je pense qu'on a une bonne tenue de route, la voiture est ultra facile à prendre en main, ça a l'air de bien tourner, pas de sur-virage, pas de sous-virage, donc plutôt un bon petit réglage, voilà, c'est le hasard, tant mieux. Donc on va voir maintenant ce que ça donne niveau chrono final avec cette voiture là, est-ce qu'on va réussir à rentrer dans le top 10, est-ce que ça va se jouer serré, est-ce qu'au final elle va être moins performante que ce que je crois. Voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe sur la dernière section, qui est la section la plus compliquée avec ce genre de voiture en général, la section on va dire virage serré, où ce genre de voitures on va dire peuvent parfois un petit peu galérer. Donc écoutez, c'est parti, on va voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, vraiment, c'est deux mondes différents. Hein. La voiture en propu et en 4 roues motrices, c'est tellement... Ça n'a rien à voir sur ce genre de caisse. Alors, c'est pas forcément mieux. Enfin, en termes de perf, franchement, je pense que là, c'est mieux. Hein. C'est beaucoup plus facile à manier. Mais je veux dire, en termes de fun, en propu, c'était quand même... Elle avait un comportement très spécial, c'était marrant. J'aime bien ça. C'est clair que là, pour l'efficacité... de toute façon, globalement, sur le jeu, dès que vous dépassez, on va dire, les 700 chevaux, les 4 roues motrices, ça peut devenir vraiment intéressant. En dessous de ça... Je suis pas sûr que les 4 roues motrices vraiment présentent un avantage en fait. Ça va vous faire gagner du temps sur vos accélérations et tout, mais jusqu'à un certain stade de puissance, c'est peut-être mieux de rester propulsion. Là, de toute façon, sur une caisse aussi légère, aussi vieille, aussi bourrine, aussi puissante, aussi coupleuse, les 4 roues motrices, en vrai, ça marche super bien. C'est un avion, c'est quelque chose. Hein. Ça va être assez serré d'ailleurs niveau chrono. On va pas rentrer dans le top 10, je pense, mais on va en être vraiment pas loin. Je pense qu'on va passer en à peine plus de 3 minutes. Donc ça va être chaud patate. Hein. Ça va être chaud patate, je vais me concentrer là pour les derniers virages. Et on passe en 3.03 avec les poussières. Ah oui, c'est pas mal du tout, là, elle est vraiment bien remontée au classement. On est où? On est entre une CLK édition Forza qui est pourtant un putain de missile et une Zonda R qui est pourtant elle aussi un missile. Donc très clairement, vous avez bien fait d'insister pour que je teste la Speed 12 parce qu'elle est ultra rapide. Alors il faut quand même bien l'améliorer, il faut absolument passer les 4 roues motrices pour qu'elle devienne ultra efficace. Et c'est vrai que c'est une super machine et puis c'est cool voilà, de voir que sur un jeu 30 ans après sa sortie, cette voiture est toujours présente, de voir qu'il y a toujours une espèce de hype autour de ce modèle là. Donc franchement c'était chouette, elle est bien mieux que ce que je pensais. Si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. Voilà. Mais bon, de toute façon, il y a d'autres modèles à tester. Et puis bon, j'espère qu'on aura d'autres modèles à tester sur le Top Gear Equinox bientôt. Hein. J'espère que dans une future mage, on aura peut-être des nouvelles voitures très sportives à tester sur ce circuit. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, d'autant plus qu'en ce moment, je fais pas mal de découvertes de jeux, et puis je recommence à faire les saisons Forza aussi en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à cliquer votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça me soutient, ça vous coûte rien, ça fait profiter de plein de petits bonus.
Vous me retrouvez sur Twitter si ça vous tente. Vous pouvez évidemment aussi soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats via le lien de soutien que vous trouverez sous cette vidéo. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux à prix réduit, le lien matal.net pour acheter votre matos gaming, et puis pour ceux qui s'intéressent, évidemment vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre de cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à tout ça, et puis écoutez, moi je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao, et évidemment restez bien jusqu'à la fin puisque je vais mettre le classement des 10 voitures les plus rapides du jeu, comme à chaque fin d'épisode du Top Gear Equinox. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bon jeu à tous, ciao.